Bonjour à tous, bienvenue. Vous vous trouvez dans l'épisode 2 de notre webinaire au sujet de l'IBR augmenté. Il y a environ à peu près un an, au mois de juillet dernier, on vous avait présenté un premier webinaire au sujet de l'IBR augmenté. Et donc là, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode. Lors du premier webinaire, en fait, on vous avait présenté comment digitaliser son dossier de l'eau tout en optimisant sa performance industrielle. On avait présenté, en fait, ce que vous voyez à l'écran, une démarche en 3 phases. Une première phase, en fait, où il faut, pour nous, il s'agit d'un prérequis indispensable à la digitalisation, c'est rationaliser les dossiers de l'eau. L'objectif de cette rationalisation est vraiment de conserver des données critiques, tout en les confrontant, par exemple, à des exigences terrain, s'assurer de l'unicité de l'enregistrement de la donnée, définir une structure de template, améliorer l'ergonomie, tout ça avec pour objectif, en fait, de simplifier le travail terrain et le travail de revue, par exemple. Dans un deuxième temps, en fait, on peut monitorer le procédé en temps réel afin de collecter et traiter la donnée. Et enfin, tirer parti de la digitalisation et améliorer sa performance grâce justement à l'analytics, ou ce qu'on avait appelé l'IBR Data Intelligence, qui permet d'accélérer à la vie détaillée du dossier de l'eau, comparer par exemple des lots entre eux, analyser et comprendre la variabilité du procédé, et tout ça avec pour objectif de mettre le process sous contrôle. Mathieu, je te passe la suite. Oui, alors on avait parlé à cette époque de l'IBR augmenté, avec cette idée de dire que l'Electronic Batch Record en fait est né d'un besoin réglementaire de compliance pour répondre à des exigences, donc qui est là pour collecter, tracer de l'information qui va permettre de répondre à ces exigences. Et l'idée de se dire, c'est que cette IBR en fait va nous donner tout un tas d'informations très intéressantes sur le process, mais qui sont pas suffisantes pour pouvoir aller jusqu'au bout en termes d'exploitation de l'information pour pouvoir optimiser les process industriels concernés. Et c'est là où on avait parlé de l'IBR augmenté, où on vient rajouter en fait l'aspect digitalisation, flexibilité, ergonomie et connecté, c'est-à-dire d'être capable d'aller chercher de la donnée en dehors de ce qui est présent dans l'Electronic Batch Record, associé à des outils d'analytics qui vont permettre en fait de faire ce travail d'optimisation et d'investigation. Donc c'était tout l'enjeu, l'élément qui était arrivé à la conclusion du webinaire précédent. Et aujourd'hui, on se propose d'aller plus dans le détail sur ces thématiques. Alors pour faire un premier ex, la mise en place donc des EBR et surtout des difficultés principales que l'on rencontre avec nos clients lors des différentes phases. Sur la première phase, déjà sur la partie définition et choix de la solution, alors on va rencontrer des difficultés déjà à sélectionner la solution adaptée à l'entreprise. Donc on verra un peu plus loin les différents types de solutions que l'on peut choisir. Également des problématiques de dépendance et de variabilité du procédé lié à l'humain. Des difficultés également à mutualiser tout ce qui est les différentes étapes récurrentes. On va avoir également, bien sûr, des utilisateurs qui vont rester attachés au dossier papier historique et donc qu'on devra accompagner lors de ce changement. Sur la phase d'urbanisation et de collecte des données, donc ça va être plutôt des difficultés déjà à positionner la solution au sein du système d'information. Donc et des interactions avec les autres systèmes, pour en redéfinir finalement les données nécessaires au dossier de l'eau. Et donc ces données qui vont être éparpillées dans les nombreux systèmes qui peuvent être en place aujourd'hui. Sur la phase de déploiement et de validation de la solution, là on va rencontrer des fois des services qualité, on va dire jeunes, qui, de ce fait, ont du mal à maîtriser encore la démarche de validation, ce qui induit une validation de ces solutions digitales qui peuvent être des fois longues, voire complexes. Un autre aspect aussi que l'on peut rencontrer, ce sont sur les audits. Aujourd'hui, les auditeurs sont pas tous complètement formés et familiarisés sur le fait de mener un audit sur une solution 100% digitale. Donc c'est des cas de figure qui peuvent aussi être rencontrés. Et enfin, sur la phase business case, donc là les difficultés vont être plutôt du genre à valider le projet du business case, mais aussi pour sécuriser et exécuter les différents business cases, mais aussi déjà dans un premier temps à en définir le scope, le point de départ pour l'implémentation de cette digitalisation.
Donc, comme nous l'avons abordé donc précédemment, la définition et le choix de la solution va rester une phase importante du processus de digitalisation des dossiers de l'eau. Donc, il faut déjà définir le type de solution vis-à-vis du besoin fonctionnel que l'on doit couvrir, mais aussi de la maturité de l'entreprise vis-à-vis de ce système d'information. Donc, pour couvrir ces besoins, on a plusieurs familles de solutions qui existent aujourd'hui, et avec des couvertures fonctionnelles plus ou moins importantes, comme on peut le voir dans le graphique. Donc, on va retrouver les solutions type Paper and Glass, qui représentent déjà une première approche intéressante, qui va permettre de digitaliser la gestion documentaire et en assurant un niveau de traçabilité avec des acquisitions de type soit saisie opérateur, voire des acquisitions automatiques qui vont être directement faites depuis les équipements. Donc une autre alternative, ça va être la solution DBR, qui elle va permettre, en plus de tout ça, de gérer tout ce qui est processus et qui va apporter une guidance opérateur qui permettra de sécuriser la répétabilité des différentes actions. Il va nous permettre également de gérer efficacement tout ce qui est déviation, avec des workflows de traitement des différentes anomalies pour sécuriser ce process. Et globalement, le BR va surtout aussi apporter une accélération sur la libération des produits, et tout ça avec une complète confiance de l'assurance qualité. Et enfin, on va retrouver tout ce qui est solution MES, qui nous permettra d'aller encore plus loin, qui va couvrir un plus large spectre fonctionnel. Mais quelle que soit finalement la solution qu'on retient, il faudra bien allier tout ce qui est production et assurance qualité. C'est ce qui garantira la conformité globale du dossier de l'eau. Et donc, si on revient sur, donc on a ces trois solutions qui vont traiter le sujet exécution en fait des opérations de productabilité et compliance. Et au-delà de ces éléments, on va pouvoir mettre l'analytics, alors qui, en termes d'étendue, est plutôt une étendue au sens des typologies et des origines de data qui vont être traitées pour répondre à tout un tas d'enjeux qui sont derrière ces fonctions de la norme ISA 95, mais pas dans une logique d'exécution, vraiment dans une logique plutôt d'analyse et d'optimisation. Et cette partie analytics couvre une grande partie des thématiques sur lesquelles on va pouvoir agir en termes d'exploitation de la donnée. L'idée maintenant est de vous présenter en fait les différents contextes en fait ou critères qu'on peut évaluer selon justement les contextes de procédés. Aujourd'hui, ce qu'on a remarqué au sein des life science, donc dans la famille des life science, par exemple cosmétique, biotech, pharma et les autres, les procédés sont très hétérogènes et du coup, les enjeux et les solutions vont naturellement différer. Quand on veut parler justement du critère de complexité du mix produit, la question qu'on peut se poser, c'est selon la famille, est-ce qu'on est devant des familles ou des secteurs qui font 2, 3, du monoproduit même, versus peut-être des secteurs qui vont faire des milliers, voire 2, 3 000 références de produits dans leurs usines. La question aussi, le critère du turnover du mix produit est un critère important vis-à-vis de ces solutions digitales, parce que forcément, si demain vous avez 500 nouveaux produits par an versus un nouveau produit à intégrer, peut-être que la solution va aussi également différer. Le critère aussi de volume de données par lot est important versus peut-être des procédés très simples où à l'intérieur on a très peu de données pour des procédés où il y a peut-être simplement une agitation versus des procédés complexes qui durent sur plusieurs jours et sur lequel, je viens sur le critère d'après, on peut avoir des types de données bien différentes. Dans le type de données, ce qu'on a voulu aussi regarder, c'était la notion, est-ce qu'on a des données qui sont plutôt manuelles, par exemple typiquement saisies dans des dossiers de l'eau papier qu'on retrouve au sein des dossiers de l'eau, versus des données plus de type continu, de données du coup automatisées qu'on va pouvoir récupérer dans des automates ou dans des supervisions. Et l'autre critère qui nous semblait important d'évaluer, de regarder, c'était l'homogénéité des séquences du procédé. Est-ce qu'en fait, on a des séquences qui se répètent, cette question en fait de séquences unitaires. Est-ce que par exemple, au sein d'un même procédé, j'ai par exemple 8 agitations versus un procédé qui va avoir des opérations totalement différentes. Ce que vous allez voir sur la slide suivante, c'est que par exemple, si on regarde par exemple sur le secteur biotech, alors c'est à prendre avec des précautions parce que typiquement aujourd'hui les biotech, on a mis au niveau de la complexité du mix produit quelque chose de plutôt faible. Aujourd'hui, on voit aussi des usines qui vont sur des choses beaucoup plus flexibles et agiles avec du multiproduit même sur des lignes. Mais malgré tout, aujourd'hui par expérience, on voit donc les biotech sont plutôt à faible complexité de mix produit. Derrière, si on regarde aussi le turnover de ce mix produit pour la biotech, on est plutôt sur peu de produits par an nouveaux et donc des usines qui ont peu de nouveaux produits à accueillir.
Par contre, si on regarde le volume de données dans un lot, on est sur des procédés qui sont plutôt longs, qui peuvent s'installer sur plusieurs jours. Si on parle de procédés downstream ou upstream, on peut être sur de l'ordre de 8 à 15 jours. Donc, les données au sein d'un lot peuvent être conséquentes. Là aussi, au niveau des types de données, on est sur des procédés et des technologies quand même plutôt avec des supervisions. Donc là aussi, on a des données plutôt en continu à pouvoir récupérer versus des procédés plus simples. Et concernant l'homogénéité des séquences procédées, là aussi, on a du coup des séquences qui peuvent être très différentes entre des phases d'upstream, de purification, versus des phases de mise en culture et de montée cellulaire. Si on le contrebalance par exemple avec le secteur de la cosmétique, là on peut être dans une démarche, ce qu'on voit chez certains de nos clients, c'est qu'on est sur un mix produit très élevé, comme je vous le disais tout à l'heure, plusieurs milliers de références. On peut avoir un turnover produit conséquent, jusqu'à 500 ou 1000 nouvelles références par an. Au sein des lots, par contre, on voit des fabrications plutôt courtes et rapides avec un faible volume de données et des types de données aujourd'hui qu'on a rencontrés principalement, plutôt des données au sein des dossiers de lots plutôt que sur des automates. Là aussi, l'homogénéité des séquences, on l'a mis plutôt élevé parce que typiquement, par exemple, si on parle de fond de teint, on va avoir des opérations qui se répètent d'agitation, voire des phases de mélange, et on retrouve les mêmes séquences. Donc, on a essayé de faire le même exercice sur l'ensemble des autres secteurs, pharma medtech et également chimie continue. On a fait le choix de la chimie continue parce que entre chimie continue et chimie autre, les gradients auraient pu être un peu différents. Une fois du coup qu'on regarde ces critères, si on se pose la question justement par conception, quelles sont les solutions et quelles réponses elles apportent, bah, là aussi ça va dépendre selon ces critères de la solution retenue. Typiquement, sur la complexité du mix produit, plus elle est élevée, on aura tendance à vouloir privilégier naturellement un MES ou un IBR qui va permettre justement de récolter ces grandes données qui sera sûrement plus agile et flexible qu'un paper and glass où on va devoir multiplier peut-être les phases de digitalisation des dossiers de l'eau. Là aussi, sur un turnover de mix produit, l'IBR nous semble une solution favorable pour pouvoir facilement, en fait, par son aspect transactionnel, de multiplier justement et de facilement prendre des briques et de les répéter. Et du coup, on va le retrouver de la même manière au niveau de l'homogénéité des séquences procédées. C'est un outil qui nous semble important et pratique à utiliser dans ces cas-là. Concernant le volume de données par lot, forcément, plus les données sont élevées, le MES, c'est un outil avec toutes ces briques, ces 11 briques associées, qui nous semble favorable à récupérer un maximum de données. L'IBR est bien positionné et en effet, le paper on glass va principalement être là pour collecter des données issues du dossier de l'eau. On peut mettre un petit bémol, il est possible bien sûr de faire de la connexion à des équipements, mais là aussi, il faut voir l'effort qu'on met de connectivité aux interfaces versus peut-être à d'autres solutions déjà en place. Concernant le type de données, naturellement, un MES est plus agile pour récupérer des données ou un IBR des données continues. Aujourd'hui, dans un paper on glass, on a tendance à faire de la saisie et à récupérer, comme je vous le disais, plutôt des données manuelles et saisies par l'opérateur. Si on essaie de se projeter en se disant justement quels sont les efforts et les gains que la solution peut adopter, ce qu'on vous présente à l'écran, donc sur l'axe du bas, c'est la notion d'effort. Donc dans l'effort, on a regroupé de manière très macro la notion d'effort d'implémentation, c'est-à-dire l'effort de digitalisation et l'effort de déploiement associé. L'effort aussi de qualification-validation, on y reviendra de manière un peu plus spécifique un peu plus tard dans le webinaire, et aussi la question de la maintenabilité de ces solutions, justement peut-être face à un gros turnover produit, comment facilement j'arrive à maintenir, à remettre à jour des nouveaux dossiers de l'eau ou à modifier mes dossiers de l'eau si j'ai des change control associés sur mes procédés. Et puis forcément la question du coup qui se pose vis-à-vis de ces trois solutions. Sur l'autre axe, donc l'axe des gains et potentiel de gains, on a regroupé là aussi de manière macro les questions des gains qui sont de la main-d'œuvre directe ou indirecte, toute la notion de temps de cycle, la notion surtout aussi de maîtrise du procédé et de compliance qualité réglementaire. Donc là aussi, ce qu'on voit on a fait aussi on vous présente deux solutions, des solutions avec sans analytics, donc un paper on glass tout simple ou un IBR tout simple, un IBR non augmenté, et puis des solutions où on peut coupler de l'analytics. L'idée, c'était de vous dire, c'est que l'analytics, c'est d'abord peut-être quelque chose qu'on peut couper, c'est des premiers gains sans une solution. En tant que tel, on peut faire des gains sur la maîtrise du procédé en mettant de l'analytics et de l'analyse de données sur vos équipements ou sur d'autres sujets.
ce qu'on voit très clairement, si on veut obtenir un potentiel de gain, forcément le MES qui va couvrir toutes vos phases de fabrication et différentes interactions, différents flux, va vous permettre d'obtenir le maximum de gain. Et l'analytics va toujours faire un gap supplémentaire pour s'approcher de ce 100%. Je ne sais pas, David, tu as quelque chose à ajouter sur ces diapos? On voit également donc l'écart entre niveau de potentiel de gain avec et sans analytics augmente avec les degrés de complexité du procédé. On voit bien que d'ailleurs beaucoup de biotech, si je prends un exemple, qui vont aller chercher par exemple du MES pour mettre sous contrôle des données continues et des données discontinues, ont besoin de gérer et de traiter ces données-là. Et donc l'analytics apporte un supplément de gain important, que ce soit sur du SPC ou l'analytics post-production, pour identifier les potentiels d'optimisation ou identifier les paramètres critiques. Donc on voit bien que entre le paper on glass et les MES, on capture plus de données, on peut mieux l'exploiter et en tirer des bénéfices. Voilà. Ça se traduit bien sur les process biotech notamment. Donc, une fois du coup qu'on a choisi sa solution, et une des questions qui va se poser, c'est justement le sujet de l'urbanisation et comment ces solutions s'intègrent dans vos systèmes. André, je te passe la main. Oui, merci. Donc l'urbanisation, effectivement, va impliquer d'avoir des principes et des règles dans un cadre qui soit cohérent, stable et modulaire. C'est pour cette raison que l'on préconise et qu'on vous propose, dans ce qu'on voit à l'écran, une architecture qui soit modulaire et ouverte et construite autour d'un bus de données qui va faciliter l'interconnexion entre les différents systèmes existants et aussi futurs. Donc, ce type d'architecture va permettre d'avoir un système suffisamment agile pour évoluer pas à pas en fonction des besoins et stratégies de l'entreprise. Donc, la plupart des évolutions qu'on peut trouver au sein d'un SI peuvent se révéler vite coûteuses et impactent souvent d'autres composants système, ce qui entraîne des problèmes de cohérence, des freins d'amélioration. Donc cette évolution constante du SI peut engendrer aussi tout ce qui est redondance de fonctionnalités, des chevauchements des flux de communication, et aller même au final, on peut se retrouver avec un système d'information qui n'est plus du tout conforme avec les processus métiers. Donc d'où l'importance de choisir une organisation comme celle présentée, avec une architecture qui soit agile et qui permette de garantir l'adaptation rationnelle et harmonieuse de l'évolution des différents besoins. Donc finalement, cette démarche d'urbanisation, elle va nous permettre de ranger notre système d'information, et il s'agit d'établir ou de rétablir, en fonction déjà en place, des relations entre les différents systèmes d'information et la stratégie de l'entreprise. Voilà, et ceci pour pouvoir intégrer progressivement, comme on disait, les demandes d'évolution du système d'information et toujours en gardant une approche rationnelle dans ces évolutions. Donc le bus de données il va nous apporter également un découplage fonctionnel, ce qu'on peut appeler une zone finalement de médiation, et cette zone elle va permettre de centraliser tous les flux de communication et d'assurer l'interconnexion, la communication et l'interaction entre les différents services et applications. Donc on peut voir également qu'on a une partie master data, donc cette gestion de master data va apporter en plus une centralisation des différentes données globales à l'entreprise. Donc si on cumule donc la centralisation de ces flux de communication et les données globales, ça va aussi nous permettre de contextualiser toutes les données, et ce qui nous permettra de mieux les traiter et d'en extraire les données réglementaires qu'on va avoir besoin pour mettre dans le dossier de l'eau. Parce que finalement, une donnée sans contexte, elle va être vraiment difficile à valoriser. Donc, Mathieu, tu peux nous expliquer la partie collecte de données pour les valoriser? Ouais, alors donc dans le cadre de l'analytics, on va avoir une approche qui est avec des objectifs assez différents, c'est-à-dire que l'objectif de la partie analytics va être de pouvoir manipuler la donnée, de pouvoir la traiter, la transformer, l'agréger avec beaucoup d'agilité, y compris sur des périodes de temps longs. C'est-à-dire que si on veut comprendre la variabilité sur un process, on va pouvoir potentiellement faire des analyses sur des productions sur plusieurs années, plusieurs types de produits, etc. Donc en fait, l'idée, c'est que là où le BR va être très structurant en termes de traçabilité, je dirais de compliance,
Là, on va chercher de la flexibilité au contraire. Et donc, on va aller chercher de la donnée déjà dans l'EBR. Donc, c'est ce qu'on retrouve au centre. D'ailleurs, que quand on a cette information, c'est quelque chose qui a énormément de valeur, donc on va la récupérer. Et on va pouvoir également enrichir cette donnée. Alors, on va retrouver des choses qui étaient présentes sur le schéma précédent. Par exemple, le fait d'aller chercher de la donnée dans les équipements au travers soit des systèmes de supervision, des systèmes d'historian ou de l'IoT. Mais en fait, la particularité, c'est qu'ici, on va aller chercher de la donnée souvent à une maille beaucoup plus fine. C'est-à-dire, typiquement, on va pouvoir remonter des données de capteurs à une fréquence élevée toutes les 15 secondes, etc. Parce que dans le travail qu'on va vouloir faire derrière, c'est des choses dont on va avoir besoin au niveau analytics. Donc là, on va avoir de la remontée de données qui va se faire depuis ces systèmes, qui vont se faire depuis l'EBR, mais également à partir des applications métiers. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est qu'en fait, une solution d'analytics se doit de stocker et de structurer la donnée avec une approche qui réfléchit aussi à la performance derrière quand on va vouloir accéder à cette donnée sur des périodes longues, comme je disais tout à l'heure. Et c'est pas forcément le cas, c'est-à-dire que même les applications métiers, un ERP, c'est pas fait pour faire du requêtage massif dessus, un EBR non plus, du moins un MES typiquement, c'est pas fait pour ça, et de la même manière, les systèmes de supervision sont pas conçus pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place des outils de collecte de données qui vont faire cette collecte en quasi temps réel. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend les systèmes côté instrumentation, équipement, on va aller chercher la donnée à une fréquence très régulière. Et l'avantage de ça, c'est qu'on va très peu les solliciter quand on va faire ça, puisqu'on prend que des petites portions de données, et ça s'étale dans le temps. Par contre, derrière, la donnée, elle, va être transférée dans la solution d'analytics et va être stockée. Et quand on va vouloir requêter et travailler sur cette donnée, en fait, on va plus du tout solliciter tous ces systèmes d'information. Donc, je dirais, l'idée, c'est qu'on va aller chercher déjà de l'information de manière large, puisqu'en fait, pour avoir, en fait, plus de la donnée que de l'information, en fait. C'est-à-dire que si on veut construire de l'information pour pouvoir faire ce travail d'investigation, de compréhension des process, en fait, il faut avoir de l'information qui est la combinaison de toutes ces données. Donc, on va aller chercher dans un spectre large de systèmes d'information pour avoir cette vision 360 degrés. Et le deuxième élément, c'est d'assurer, en fait, cette expérience utilisateur pour celui qui va faire le travail d'investigation, de suivi, etc., en lui facilitant la vie, parce qu'on a des outils qui ont, on va dire, qui ont toute cette flexibilité. Voilà en quelques mots le pourquoi cette architecture. Bien entendu, on s'appuie sur ce qui est existant en termes de BR. On va retrouver des protocoles d'échange qui vont être adaptés aux différents types de sources de données qu'on peut retrouver sur une urbanisation classique. Des protocoles plutôt industriels sur la partie donc, qui est à gauche en bleu, qui est le réseau OT, donc informatique industrielle, où on va retrouver les protocoles des familles OPC, OPC-UA, MQTT, Modbus et autres. Et puis quand on va dans le monde de l'application métier, où on est plus dans les systèmes d'informatique de gestion, en fait là on va retrouver des protocoles, soit on va attaquer des bases de données directement en SQL, soit on va aller directement se connecter à des API, je dirais ça devient le standard aujourd'hui. Ou plus traditionnel, des fichiers à plat pour l'échange de données. Mais je dirais les possibilités d'intégration maintenant sont vastes et je dirais l'enjeu est plus de comment on va vouloir structurer et traiter la donnée que finalement la collecter, ce qui est un sujet qui se traite de manière de plus en plus aisée au fil du temps. Au fil je dirais, de la disparition des vieux systèmes et de la modernisation des infrastructures. Ok, merci Mathieu. Donc, autre question qui remonte souvent de nos clients quand on parle du coup de solutions digitales, ça va être la question de la validation de cette solution. Et un des points qui revient souvent, c'est le côté de la complexité. Enfin, ce qui semble complète, c'est long. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous présente, c'est un exemple sur une solution type Pepper & Glass ou IBR. Donc on est vraiment sur des solutions du Jump 5 catégorie 4, c'est-à-dire des solutions qui sont distantes et paramétrables, qui ne sont pas du coup 100% développées et nouvelles. Et typiquement, là, c'est des approches qu'on peut avoir chez des clients aujourd'hui sur une trentaine de jours pour valider une solution. Bien sûr, si on essaie de contrebalancer versus la validation d'un MES, c'est vrai qu'un MES, on est plutôt sur du temps moyen entre 2 et 6 mois. Ça sera bien sûr dépendant du nombre de breaches, dépendant aussi des développements associés.
Au point aussi qu'il faut important de retenir, c'est finalement l'effort de validation concernant la partie analytics, s'il est marginal, parce que l'analytics, elle est là non pas pour vous aider à piloter votre procédé, mais recueillir des données. Donc on va bien valider par exemple la solution Paper and Glass, mais l'analytics, cette solution-là n'est pas nécessaire. Concernant l'approche, l'idée n'est pas forcément de redérouler toute l'approche classique de QC, QI, QO et QP, c'était de faire un petit focus. On a eu la chance d'échanger avec certains prestataires et partenaires avec qui on travaille sur les nouvelles approches de qualification de performance. Aujourd'hui, on peut plutôt avoir une approche au niveau de la contrôle de performance qui a vraiment pour objectif en fait d'assurer que vos processus fonctionnent et qu'ils supportent bien le système que vous avez utilisé et installé. Et que surtout, ce système-là, il est bien dans son environnement de production. Donc derrière, vérifier que vos formations de vos utilisateurs, la sauvegarde de gestion de vos données, la gestion des accès, vos incidents, vos changements, vérifier aussi l'application de toutes vos procédures métiers qui ont été reliées versus l'analyse de risque qui a été définie au début du projet. Et tout ça, en fait, on peut le faire en menant des audits internes, en refaisant peut-être certaines requalifications sur l'analyse de risque et puis des revues périodiques. Donc, une fois, du coup, la vraie question qui se pose maintenant, c'était donc notre dernière partie, et David, je vais te laisser la main, c'est la question du business case. Par où on commence, en fait? Quel est notre point de départ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour démarrer un projet si on veut prendre un IBR ou un MES? Merci, Fabrice. Alors, on vient d'évoquer déjà 3 points qui sont structurants. C'est déjà quel choix de solution, quel type de solution dois-je choisir? Et du coup, ça va immanquablement driver ma couverture fonctionnelle et les processus sur lesquels je vais avoir un impact lié à la solution, l'évolution des process, quelle urbanisation et quelle intégration je vais avoir avec mes autres outils. Donc il y a aussi un impact immanquablement sur le coût de déploiement, sur l'effort de déploiement pour collecter les bonnes données et mettre sous contrôle mon procédé notamment. Et puis la partie déploiement et validation, comme on vient de l'évoquer, qui a aussi un impact sur le business plan. Donc tout ça crée beaucoup de questions chez nos clients. On parle de retour d'expérience par rapport aux échanges sur finalement j'y vais avec quoi, dans quel contexte applicatif pour couvrir mes enjeux métiers, et puis combien ça va me coûter de déployer tout ça et de le valider, et puis au final c'est quoi le big case. Alors c'est un vieux réflexe de cycle en V qu'on a dans tous les projets système d'information depuis des dizaines d'années. C'est quoi le business case et le payback, le ROI, on dit souvent sur ces solutions. Certains clients mettent moins d'emphase que par le passé sur la notion de payback, puisque maintenant les processus décisionnels sont centrés sur le retour sur investissement, l'amélioration de la compliance et de la robustesse de mes procédés. Donc la compliance est importante. Le risk register de l'entreprise qui peut dépasser une notion de compliance, mais aussi une notion d'image, qui est un impact fort sur la décision d'aller ou pas aller vers ce genre de projet. Et puis le 4e point qui est sur le cash et l'impact sur la trésorerie et le cash que je dois mobiliser dans mes usines. Et ces 4 critères sont assez décisifs dans le choix des solutions. Et pour bien évaluer et bien apprécier l'impact et le gain d'un tel système, on peut utiliser des frameworks comme on les a ici. Je ne sais pas qui manipule ici pour changer de diapo. Super, merci. On va avoir par exemple des analyses de maturité pour comprendre quelle est la situation de l'usine ou des usines qui sont concernées par ce type de projet. On va évaluer d'abord des cahiers des charges, des besoins applicatifs ou métiers, et on va essayer d'en dériver des enjeux sur un ensemble de processus. Donc, sans reprendre le MESA qu'on a vu tout à l'heure, la norme 95, on peut dériver des impacts sur 4 axes métiers qui sont la gestion des masters de batch record, simple, ça a un impact évidemment sur la gestion des masters, mais c'est pas le cœur du sujet. La gestion des logbooks de salles ou d'équipements, on peut aussi digitaliser en paperless. L'exécution de production et la sécurisation du procédé, qui est là le cœur de notre sujet pour beaucoup de process, comme on l'évoquait tout à l'heure. La maîtrise de la qualité des IPC, mais également tout ce qui va être mise sous contrôle du processus de libération et atteindre
le Saint Graal qui est la revue par exception, la libération par exception. Le pilotage du flux, la maîtrise du flux qui va être beaucoup plus transparent et visible grâce à la digitalisation en temps réel de certaines données et l'analytics qu'on peut avoir, et puis le niveau de maîtrise de la performance, encore une fois, leveragé par l'analytics, mais aussi par cette transparence que donne la donnée digitale au lieu du papier. Alors, par rapport à ça, on peut avoir un ensemble de critères de maturité des sites et regarder comment les gains peuvent se trouver par expérience sur la mise en place d'un IBR ou d'un paper on glass ou d'un MES. Tout ou partie de ce qui est ici est adressé en fonction du périmètre qu'on adresse, mais on va adresser de la réduction des coûts de destruction, on va adresser de la réduction de stock et l'accélération des flux, de l'amélioration des TRS, des OI en anglais. Voilà, et en fonction de la maturité, on peut envisager une assiette de gains ou de bénéfices liée à la mise en place de la solution. On va ensuite, sur la troisième planche, s'il vous plaît, traduire autant que possible donc en euros. Donc en comprenant les baselines en termes de coûts du processus actuel, des coûts de qualité, des coûts de non-RS, des coûts liés au stockage, des coûts liés au nombre du premier coup et au rework sur les process, sur les produits, etc., etc. Et on peut dériver un impact PNL direct de type cost reduction. Ici sur un exemple d'un site biotech, je crois. Voilà, cost reduction pure, qui a un impact PNL. De cash flow, c'est-à-dire réduction des temps de cycle et libération de cash par la réduction de stock et des temps de cycle, notamment. Et puis de la capacité, qu'on peut traduire aussi quand on est en recherche de capacité. Ça peut être aussi important de traduire le gain capacitaire en potentiel de chiffre d'affaires supplémentaire. Voilà comment on adresse le B-Case. Alors encore une fois, certains aujourd'hui commencent à switcher aussi vers un B-Case autour de l'attractivité et la digitalisation stricto sensu, où j'ai besoin de toute façon d'aller vers cette tendance, et le B-Case devient un peu plus secondaire, mais c'est très marginal encore aujourd'hui dans la tête des décideurs qui sont qui doivent prioriser des projets. Et donc le MES peut avoir un impact important en termes de coûts, mais il faut, si on fait une forte intégration, quand on parle de paper on glass, c'est évidemment pas les mêmes assiettes, potentiellement pas de gains, mais surtout pas de coûts et d'efforts d'engagement de ressources. Et puis donc à comparer avec d'autres projets en compétition qui ont parfois des impacts beaucoup plus court terme. Voilà pour le volet B-Case, qui est aussi un facteur important de décision de nos clients sur le go-no-go vers ce genre de projet.